Notre enfance a été bercée par de merveilleuses histoires de réussite américaine. Il était en effet de bon ton, en ces temps hélas déjà lointains, de nous donner en exemple la vie de ces hommes courageux, arrivés dans la grande ville sans un sou vaillant en poche, et qui, à force d'intelligence, de travail et de ténacité, devenaient les maîtres d'un immense empire financier. Ces magnats, une fois parvenus au sommet de la hiérarchie sociale, restaient simples et humains, n'oubliaient jamais leurs débuts modestes et, comme Louis XIV, étaient toujours courtois envers les milliers de petits êtres qui travaillaient pour eux. Il nous était dit que pour accéder aux premières marches de l'escalier ardu qui pouvait nous mener jusqu'à des hauteurs insoupçonnées, il nous suffisait de ramasser une épingle, de remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier et de suivre le droit chemin, malgré les tentations et les mauvais conseils. Nous écoutions ces beaux récits le soir à la veillée, et nos yeux innocents se fermaient sur des visions de voitures étincelantes dans lesquelles nous faisions monter de pauvres vieilles ployants sous le poids de trop lourds fagots. Et c'est pour cela que j'ai toujours eu un faible pour l'histoire de Julius Bodigut II. Il était bien jeune, Julius Bodigut II, quand, à la mort de son père, il se trouva à la tête d'une fortune colossale. Tout l'empire des Bodigut reposait sur l'insecticide. Cet insecticide que Julius Bodigut Senior avait composé tout seul, dans l'étroite cuisine du taudis qui abritait sa jeunesse, et qui allait sauver les récoltes non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Le président Truman se plaisait à dire que, si Bodigut ne nous avait pas donné son insecticide, nous n'aurions pas pu nourrir nos troupes, et New York s'appellerait aujourd'hui New Tokyo. Cette reconnaissance officielle avait valu au vieux Bodigut la médaille du Congrès des États-Unis et quelques décorations étrangères de moindre importance. Les magasins Bodigut, les plus grands magasins d'insecticides de l'univers, occupaient 4 gigantesques buildings en plein centre de New York. Les usines Bodigut employaient 77 000 personnes à Detroit, Chicago, Los Angeles, Kansas City, San Francisco, Pittsburgh et New Jersey. D'innombrables camions, une ligne de chemin de fer, la Bodigut Railway Atlantic and Pacific Co. assuraient le transport aux États-Unis, alors qu'une flotte de 200 cargos appartenant à la Bodigut Shipping Co. était destinée à expédier le précieux insecticide aux filiales étrangères qui le distribuaient jusqu'aux contrées les plus reculées du globe. Des escadrilles d'avions et d'hélicoptères aux couleurs de la Bodigut Airways Co. étaient à la disposition des clients pour répandre l'insecticide sur les champs et les vergers. Est-il enfin besoin de rappeler la Bodigut Foundation, entreprise philanthropique qui gérait des hôpitaux, des universités, des bibliothèques, des musées et toute une foule d'œuvres charitables. Voilà donc ce qu'était l'empire Bodigut quand Julius Bodigut II réunit pour la première fois son conseil d'administration dans l'imposante salle du 98e étage du Bodigut Building. Sans émotion apparente, Julius Bodigut II s'installa dans le grand fauteuil présidentiel et d'une voix ferme prit la parole. « Messieurs, je vous remercie d'avoir tous répondu à ma convocation. Comme mon père l'aurait sans doute voulu, c'est sans perdre de temps, au lendemain de sa mort, que je prends sa place et la direction des affaires. J'espère pouvoir compter sur vous pour m'aider, par vos conseils et votre expérience, à assumer les lourdes responsabilités qui sont maintenant les miennes. Je ne changerai rien. Je continuerai simplement l'œuvre de mon père. Et pour commencer, je me suis livré à quelques expériences sur l'insecticide Bodigut, dont je désire maintenant voir les résultats passer au stade industriel. Notre insecticide, messieurs, le meilleur du monde, a un défaut. Un seul. Un défaut insignifiant, certes, mais il existe. Il ne sent pas bon. J'ai trouvé le moyen de lui enlever sa mauvaise odeur et de lui donner en revanche un agréable parfum qui... JB, vous ne parlez pas sérieusement. Vous ne songez pas à changer la formule de l'insecticide. Mais oui, Slimson, notre insecticide sauve les récoltes. Mais il empuantit l'atmosphère, contribuant ainsi à la pollution de l'air. Ce ne sera plus le cas dorénavant. Mais JB, vous aviez dit que vous ne changerez rien. Je ne change pas, Flat Voice. J'améliore. Nous sommes vos conseillers, JB. Acceptez au moins que nous votions pour ou contre votre projet. Julius Bodigut II eut un sourire triste. Mon cher Big Belly, je vous remercie de votre franchise. Mais, persévérance, courage devant l'adversité, voilà les leçons que mon père m'a laissées. Donc, que cela vous plaise ou non, l'insecticide Bodigut sentira bon, et c'est avec regret que je prends bonne note de la démission de messieurs Slimson, Flat Voice et Big Belly. Devant les énergiques paroles du jeune chef, les membres du conseil d'administration ne purent que s'incliner. Et l'insecticide Bodigut sentit bon, en effet. Très bon. Même les champs de patates exhalèrent un parfum de violette. Le seul petit ennui, c'est que le parfum, non seulement rendit l'insecticide inoffensif, mais qu'en plus, sa nouvelle fragrance attira les insectes par milliers, par millions, par milliards. Insectes qui se ruèrent sur les récoltes avec des cris sauvages, des rires déments et des borborigmes impatients dans le tube digestif. Le désastre fut total. L'économie de plusieurs pays fut mise en péril. Les usines Bodigut durent fermer les unes après les autres, réduisant au chômage des dizaines de milliers d'ouvriers et d'employés. Il y eut des émeutes sanglantes et les 4 immeubles des magasins de New York furent détruits par le feu. À vrai dire, l'enquête de la police conclut à un incendie accidentel dû à 4 courts-circuits simultanés.
mais le doute subsiste encore dans l'esprit du public. Après sa faillite, Julius Bodygut II, refusant de se laisser abattre, acheta une petite boutique de quincaillerie. Dans son modeste bureau encombré, qu'il partageait avec un bookmaker, il y avait placé une photo du gratte-ciel de ses débuts, qu'il contemplait avec nostalgie, dans un sentiment touchant de fidélité au passé. Après la fermeture de la boutique, Julius Bodygut II fit du porte-à-porte. Malheureusement, il ne réussit jamais à placer la moindre marchandise, car il gardait de sa fortune récente une morgue, une suffisance, qui indisposait les ménagères. Et puis, il lui arrivait aussi par hasard de se trouver nez à nez avec d'anciens employés des Bodygut Enterprise, qui, plutôt que de lui acheter quoi que ce soit, préféraient le battre. Il dut alors se résoudre à acheter une carriole pour vendre des pommes à la sauvette dans la rue. Mais, toujours à cause de l'insecticide parfumé, presque toutes ces pommes étaient véreuses. Obligé de céder la carriole et son contenu à des créanciers peu patients, Julius Bodygut II réussit à conserver une pomme. Une pomme saine, une pomme splendide. Et cette pomme-là, il parvint à la vendre pour la somme de 10 cents. Avec cette pièce de 10 cents, se dit Julius Bodygut II, je vais acheter 2 pommes. Je leur vendrai 20 cents, et ainsi de suite. Et puis je ferai comme papa. Mais la pièce était fausse, et Julius Bodygut II quitta la grande ville sans un sous-vaillant.